Jean-Yves Le Drian, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. On va essayer d'analyser avec vous ce matin ce monde si incertain, d'où qu'on le regarde. Le Proche-Orient, évidemment, l'Ukraine aussi. Mais d'abord, les États-Unis. On commence à en savoir plus sur les hommes du futur président américain. Donald Trump est en train de choisir son équipe, que ce soit à la défense, au trésor, à la santé. Il nomme ses proches, des Trumpistes purs et durs. Qu'est-ce que ça augure, selon vous, pour les 4 années qui viennent? Pensez-vous que Trump 2024 sera très différent de Trump 2016? La grande différence qu'il va y avoir, c'est que Trump 2016 était une surprise. Il était sans doute pas très organisé pour assurer les fonctions de président des États-Unis. Là, il était préparé et donc il a ses équipes autour de lui. Et on voit d'ailleurs dans ses nominations qu'il met en œuvre des équipes de combat. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il a dit dans sa campagne, il va le faire. Il faut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire sur l'immigration. C'est-à-dire sur l'immigration. C'est-à-dire sur l'immigration, le retour et l'expulsion de plusieurs millions de personnes vers le Mexique en particulier. C'est-à-dire sur les droits de douane. Il va mettre en œuvre la politique tarifaire, à la fois à l'égard de la Chine et à l'égard des Européens. 60% sur les droits de douane, les tarifs à l'égard de la Chine. C'est aussi les orientations climato-sceptiques qu'il va mettre en œuvre. Il nomme des gens qui sont en mesure de faire ça, puisqu'ils ont déjà démontré qu'ils allaient agir ainsi. Donc c'est une équipe de combat menée par un président qui reste toujours imprévisible dans ses décisions, mais rationnel dans ses choix. Même si, dans le passé, on a pu voir qu'il pouvait faire des volte-face importants. C'est un homme de deal. Il passe des accords. Il est hors du système multilatéral que l'on connaît, hors du système des Nations Unies, hors de la diplomatie internationale telle qu'on la pratique. Il passe des deals avec la volonté que ce deal soit un avantage pour les États-Unis. Parfois, ça marche. Il arrive que ça ne marche pas. Je me souviens de l'ouverture sur le leader coréen Kim Jong-un. Bon, ça n'a pas marché, c'était un deal, il n'a pas réussi. D'autres deals ont été faits. Rappelez-vous le fait que c'est Trump qui a initié les discussions avec les talibans pour sortir d'Afghanistan. Il passe des deals. Et donc, c'est un rapport de force permanent et il a auprès de lui les équipes qui vont le faire. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a eu une campagne électorale et qu'il va s'adapter. Non, il a autour de lui l'équipe qu'il est nécessaire d'avoir pour mettre en œuvre ces mesures qu'il a annoncées. Et du coup, il faut se préparer et ne pas être naïf. C'est ce que vous dites ce matin. Il faut être à la fois ne pas être naïf, mais en même temps ne pas être trop anxiogène. Il est là, il va falloir faire avec, et donc se défendre et se protéger. Et il va falloir passer des deals avec lui. Passer des deals en situation de force le mieux possible. Mais justement, vous l'avez pratiqué, si j'ose dire, pendant 4 ans. Sous l'autorité du président Macron. Oui, tout à fait. Mais donc vous l'avez rencontré, vous parlez d'imprévisibilité du personnage, de ses volte-face, de sa brutalité. Mais il y a aussi, vous le dites, une forme de rationalité, celle du rapport de force. Ce sera ça à chaque fois. C'est ça tout le temps. Et donc, pour la France, pour l'Europe, le message, c'est si on n'est pas fort face à lui, il va vous écraser. C'est ça, globalement. Si on y part tout seul, on va se faire écraser. Il va essayer de nous diviser. Donc il faut, en cette période particulière, que l'Europe soit unie, se renforce même dans sa volonté, se renforce dans sa sécurité pour ne plus être dépendant et qu'elle joue le rapport de force avec le président Trump. On l'a déjà fait dans le passé, y compris sur les questions tarifaires, quand il était en responsabilité. Et vous sentez les Européens alignés, là ? Pas encore tout à fait, vraiment. Même si la réunion qui s'est tenue en Pologne il y a quelques jours, autour des questions ukrainiennes, on va peut-être en reparler, montre qu'il y a quand même une volonté de sursaut de la part des acteurs principaux, y compris d'ailleurs de la Grande-Bretagne, qui a participé à cette réunion sur les questions de sécurité et de défense. Mais il faut que les Européens soient unis pour montrer au président Trump qu'il y a un rapport de force qui peut s'établir aussi avec une Union européenne forte. Alors venons-en au Proche-Orient et au Liban pour continuer. Puisqu'on rappelle que vous êtes le représentant personnel d'Emmanuel Macron au Liban, vous vous êtes rendu plusieurs fois à Beyrouth ces dernières semaines. Des négociations sont engagées en vue d'un cessez-le-feu. L'émissaire spécial américain Amos Hochstein a jugé mardi qu'une solution est à portée de main. Alors un cessez-le-feu est-il possible dans les prochains jours? Est-ce que vous y croyez, Jean-Yves Le Drian ? Ce pays est en grande souffrance.
ce pays est en détresse, en raison à la fois des ingérences extérieures, que l'on constate par les bombardements actuels, qui deviennent, en fait, ce pays devient une espèce de lieu d'affrontement entre l'Iran et Israël. Donc il est en souffrance et en détresse en raison de ses ingérences, et puis en raison de sa désunion. Donc ce pays est aujourd'hui en danger de mort, il faut le dire. Ça veut dire quoi, danger de mort, une fois que vous dites ça, parce que vous l'avez déjà dit. De dislocation, d'imprévisibilité, d'absence de responsabilité, d'absence d'intégrité. Bref, il est urgent d'y remédier. Alors, en plus, il y a dans ce pays, au-delà des 5,5 millions d'habitants, aujourd'hui des réfugiés du Nord qui viennent de Syrie après les crises de 2011. Il y a les Palestiniens qui sont là depuis très longtemps. Et puis il y a maintenant des déplacés venus du Sud, avec donc des tensions potentielles, même existantes aujourd'hui au sein de ce pays. Il faut donc là avoir 3 principes de base, qui sont les principes évoqués par les autorités françaises, par le président de la République en particulier. 1, c'est vrai que la population du nord d'Israël doit pouvoir acquérir sa sécurité, oui. Il faut donc mettre en place les moyens permettant à cette population de vivre sereinement. Mais 2, il faut néanmoins préserver l'intégrité du Liban, ce qui veut dire 3, respecter l'ensemble des communautés de ce pays. Parce que ce pays vit par un ensemble de communautés qui ont l'habitude de vivre ensemble. Et ça veut dire trouver les moyens d'avoir une frontière sécurisée, d'une part, qui permettrait l'arrêt des bombardements, et par ailleurs d'avoir une solution politique. Il y a le Hezbollah. J'entends bien qu'Israël veut éradiquer le Hezbollah, mais je ne sais pas à quel moment la victoire sur le Hezbollah sera actée. Donc ça veut dire que le plus simple, c'est d'ouvrir des négociations pour permettre aux 3 critères que j'ai indiqués d'être pérennes et d'être validés. Mais vous croyez au cessez-le-feu, là? On entend des nouvelles de Washington qui disent que c'est une affaire d'heure. Ça fait des jours qu'on attend. Nous sommes en bonne relation avec Amos Hochstein. Nous sommes informés de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il joue aussi une bonne articulation avec la France. Il s'est rendu à Beyrouth. Il a manifestement eu des engagements de la part des différents acteurs, y compris d'ailleurs, me semble-t-il, du Hezbollah, puisque en tout cas le Hezbollah a eu en main les éléments de négociation. Maintenant, il va à Tel Aviv. J'espère qu'il pourra aboutir. Je souhaite qu'il puisse aboutir. Mais Benjamin Netanyahou a-t-il intérêt aujourd'hui à faire un cessez-le-feu? Je pense que c'est son intérêt. Avant l'arrivée de Trump? Je pense que c'est son intérêt, parce que la population israélienne ne demande que cela, y compris la population du Nord. Et c'est l'intérêt aussi de Netanyahou d'apparaître comme, une fois au moins, un homme de paix. Le Liban craint, les Libanais craignent une nouvelle guerre civile. Est-ce que vous voyez des signaux qui pourraient nous dire que ça pourrait basculer en guerre civile, des chrétiens contre les chiites, des sunnites? Le risque, ce sont les tensions au sein des populations, avec les mouvements de population qui sont en cours. La population du Sud, essentiellement chiite, remonte vers Beyrouth. Il y a des tensions internes qui se manifestent, et il faut éviter que ces tensions se transforment en affrontements militaires et en affrontements armés, et pour cela, il faut une négociation. On connaît les bases. Elles ont été d'ailleurs évoquées dès la fin du mois d'octobre aux Nations Unies, à la fois par les États-Unis, par la France, mais aussi par les pays arabes et les Européens. C'est l'application d'une résolution, elle s'appelle 1700, peu importe le chiffre, mais qui avait été prise dès 2006 par les Nations Unies. Il faut maintenant en mettre en place l'application. Qui n'est pas appliquée depuis. Ouais. Si les Américains, en tout cas, poussent pour un cessez-le-feu au Liban, en revanche, ce n'est toujours pas le cas à Gaza, malgré les dizaines de milliers de morts. Face à la détermination de Benyamin Netanyahou à poursuivre cette guerre, au soutien des Américains, les Européens n'apparaissent-ils pas, Jean-Yves Le Drian, impuissants et silencieux? Il n'y a pas que les Européens qui sont impuissants et silencieux. Les Arabes aussi, les Américains d'une certaine manière aussi. C'est Netanyahou qui parle à Netanyahou en permanence. La difficulté, enfin le drame de cette situation, après le pogrom horrible du 7 octobre, c'est que la réponse est disproportionnée et qu'on ne connaît pas les buts de guerre. Et comme disent les militaires, quel est l'état final recherché, on ne le sait pas. Et j'ai le sentiment qu'on est parti, pour reprendre à l'inverse une formule célèbre de Kant qui parlait de la paix perpétuelle, nous sommes partis dans la guerre perpétuelle.
Vous voyez une guerre perpétuelle. Et je ne vois pas de sortie avec la routine de l'horreur en permanence dans les donc à Gaza, avec les morts qui se succèdent, l'espèce de punition collective qui a lieu, ça devient intolérable. Et je pense que les Israéliens, au moins le Premier ministre Netanyahou, ne se rendent pas compte de l'isolement dans lequel il plonge Israël au niveau de la communauté internationale, puisque rien ne semble pouvoir arrêter. Et rien n'indique quelle va être la fin du processus d'agression contre les Palestiniens. Donc moi je m'insurge sur ce point, je suis même en colère sur l'évolution de la situation, et je ne sais pas si l'arrivée de Trump va régler l'affaire. Mais justement, à l'arrivée de Trump en janvier, est-ce que ça ne va pas être carte blanche encore plus pour Benjamin Netanyahu? Vous nous dites que c'est déjà carte blanche pour lui, mais est-ce que ça ne va pas être encore plus? Toutes les personnalités nommées autour de Trump sont des fervents défenseurs d'Israël, sont des proche de Netanyahou. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colonisation va s'amplifier en Cisjordanie, que partout où le gouvernement israélien voudra installer une colonie en Cisjordanie, il pourra le faire. Ça va être ça. Ça va être pour les millions de Palestiniens qui habitent à Gaza, ça va être quoi? Parce que les plans maximalistes du gouvernement israélien, ils sont sur la table. Ils demandent à l'Égypte et à la Jordanie de prendre les millions de Palestiniens. Ils disent c'est fini, ils doivent partir. Et ça va être carte blanche pour cela de la part de Donald Trump et tout le monde va laisser faire? C'est ça qui va se passer? J'ai 3 remarques sur ce que vous dites. D'abord, une remarque de fond. Lorsque on prive un peuple de son destin, on condamne ce peuple au désespoir, et le désespoir produit les violences. Et ça, c'est sur le long terme. Et je crains que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ne produise demain des générations de frustrés, voire de terroristes. Ma deuxième remarque, c'est que par rapport au Trump d'avant, la situation au Moyen-Orient est totalement différente. D'abord parce qu'il y a ce conflit majeur, et ensuite parce qu'il s'est produit un événement qui, je trouvais, passé un peu trop inaperçu il y a quelques jours, c'était le 11 novembre. À Riyad se sont réunis les principaux leaders arabes et le Premier ministre iranien. Et ils ont rendu des conclusions communes. Je dis les principaux leaders, c'était au plus haut niveau. D'abord sur le fait que la solution ne viendrait que par la prise en compte de 2 États. Ensuite, par le fait qu'il fallait cesser un cessez-le-feu immédiat, mais que les pays arabes ne rentreraient dans une discussion que si le principe des 2 États était reconnu, la démarche pour aller vers les 2 États était reconnue. Et enfin, dans cette même déclaration, il est dit n'agressez pas l'Iran parce que l'Iran est une république sœur. Une république sœur. C'est une très grande nouveauté. Donc le contexte est très différent. Et le processus d'Abraham, qui avait eu certains succès, qui en tant que tel pouvait ne pas être négatif, aujourd'hui il est caduc. Et donc comment on va retrouver des chemins pour aller vers la paix? C'est très compliqué, d'autant plus que troisièmement, les buts de guerre ne sont pas clairs de la part des Israéliens, sauf à entendre les plus extrémistes que vous citez, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut annexer, coloniser, pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul État d'Israël, qui à ce moment-là aura des populations arabes et israéliennes dans le même État, mais je ne vois pas comment 7 millions d'Israéliens et 7 millions de Palestiniens peuvent vivre dans le même État aujourd'hui et demain. C'est à mon avis une vue de l'esprit où là ça présage de conflits du futur. Mais Monsieur Le Drian, un Palestinien qui vous dirait « nous allons donc souffrir et souffrir encore plus pendant les 4 prochaines années », un Palestinien qui n'est pas Hamas, un Palestinien... Non, je ne parle pas d'Hamas. Je vous parle d'un homme palestinien qui vit aujourd'hui en Cisjordanie. Vous direz, voilà, il faut qu'on se prépare à souffrir pendant les 4 prochaines années, et c'est notre destin, et c'est ainsi, et ni la France ni l'Europe ne pourra rien faire. Pour la France et l'Europe... Et ni les Arabes. La France et l'Europe font part de leur indignation, de la manière dont les solutions pourraient être possibles, je l'ai dit, et c'est le seul message que l'on peut donner aujourd'hui. Il faut mettre les responsabilités là où elles sont. Et M. Netanyahou dit quels sont ses buts de guerre. Sa logique n'est pas partagée par tout le monde en Israël. Moi, je ne critique pas Israël, je critique le Premier ministre Netanyahou. Sa logique n'est pas partagée par tout le monde. Il y a des chefs militaires qui pensent qu'il y a d'autres solutions. Il y a des anciens Premiers ministres qui pensent qu'il y a d'autres solutions. Mais il est dans cette logique de guerre. Et la logique de guerre, c'est le désespoir. À propos de l'Iran, Jean-Yves Le Drian, Benyamin Netanyahou a assuré dimanche que lui et Donald Trump considéraient d'un même œil la menace iranienne, sans donner plus de détails. L'option de frappe américaine ou israélienne sur l'Iran vous semble-t-elle être sur la table de Donald Trump? L'Iran est affaibli et l'Iran est divisé.
l'Iran est affaibli parce que les opérations qui ont été menées récemment ne l'ont pas servi, même s'il a pu agir de manière assez forte dans les attaques contre Israël, qu'il a montré qu'il pouvait attaquer Israël. L'attaque n'a pas été percutante, donc il est fragilisé, il est divisé parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, y compris le nouveau président, qui voudraient s'ouvrir vers l'Occident et revenir peut-être à ce qui avait été fait dans les accords de 2015, dans lesquels la France avait joué un rôle très, très important, qui était on arrête les sanctions à partir du moment où vous renoncez à l'arme nucléaire. Oui, ce camp-là, il existe toujours. Oui, sauf que Trump revient au pouvoir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est capable de deal. Moi, je n'exclus rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne bouge pas, l'Iran est aujourd'hui en train d'acquérir les compétences nécessaires pour se doter de l'arme nucléaire assez rapidement. Mais Trump pourrait dire qu'un Iran affaibli, c'est le moment de frapper. Je ne vois pas une telle hypothèse parce que Trump a toujours été pour éviter le conflit et la projection de force. Constate que, par exemple, c'est lui, je l'ai dit tout à l'heure, qui a ouvert la négociation avec les talibans, c'est lui-même qui a fait retirer les forces américaines d'Irak. Bref, il n'est pas dans une logique d'affrontement de ce type-là, à ma connaissance. Et il est même capable de faire des coups, comme on l'a vu pour la Corée du Nord. Mais il n'empêche que l'Iran reste toujours un danger pour la sécurité de l'ensemble de la région et qu'il importe d'essayer de trouver des solutions qui permettent d'éviter que l'Iran accède à l'arme nucléaire. Sur le front européen, maintenant, on a passé cette semaine, vous le savez, le 1000e jour de la guerre en Ukraine. Donald Trump, lui encore, a promis de régler le problème en 24 heures. Quelle est votre hypothèse sur les plans de Trump? Imposer un deal, on reprend l'expression, en gelant la ligne de front, s'aligner sur les conditions de Poutine, à savoir contraindre l'Ukraine à ne jamais rejoindre l'OTAN ou l'UE. Comment voyez-vous les choses? D'abord, nous sommes au 1000e jour de la guerre en Ukraine et de la résistance ukrainienne. Je pense d'abord il faut saluer la résistance ukrainienne. C'est déjà une victoire. Parce que je me souviens très bien, j'étais en responsabilité à ce moment-là, que lorsque les Russes ont commencé leur agression en Ukraine, ils pensaient que ça allait se régler dans peu de temps et que les militaires qui venaient de Biélorussie avaient déjà leur uniforme de parade pour défiler dans les rues de Kiev. Ils pensaient que ça allait être réglé dans 3-4 jours. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y a une force de résistance et une force d'affirmation de la nation ukrainienne que les Russes n'imaginaient pas et qui se poursuit avec beaucoup de force. Il faut donc continuer à aider les Ukrainiens. Plus, ça se fait avec les autorisations qui viennent de se manifester de la part des États-Unis pour avoir l'usage des missiles à longue portée sur le territoire russe, à condition que ce soit sur des emplacements militaires. Bref, il faut aider davantage, il faut montrer aucun signe de faiblesse à l'égard de la Russie et faire en sorte que les Ukrainiens eux-mêmes décident de quelle manière et à quel moment doivent se mener des négociations. C'est l'Ukraine qui est agressée. C'est à l'Ukraine de dire « je suis prêt à négocier ». C'est pas aux autres. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de fil d'Olaf Scholz, du chancelier allemand à Vladimir Poutine? Il a eu raison de rompre l'isolement de Poutine ou c'était pas du tout le moment de le faire? Je trouve que c'était malvenu au moment où ça s'est passé. Il faut donner en ce moment aucun signe de faiblesse. Aucun signe de faiblesse. Jusqu'à l'arrivée de Trump, il faut pas... Il faut donner aucun signe de faiblesse et au contraire renforcer l'Ukraine parce que aujourd'hui l'Ukraine a réussi une percée dans la région de Koursk qui lui permet d'avoir des monnaies d'échange significatifs au moment d'une négociation. Donc il faut poursuivre cet effort. C'est ce que les Européens d'ailleurs ont décidé de faire dans la réunion à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. On vous entend parler depuis le début, Jean-Yves Le Drian, et on connaît votre connaissance véritable des tourments du monde et des régions du monde. Vous avez été ministre de la Défense d'abord, puis ministre des Affaires étrangères pendant vraiment des années. Du coup, Patrice vous demande sur l'appli d'Inter, quand allez-vous publier vos mémoires? Oui, je sais, elle est surprenante, mais c'est ainsi. Mais merci de ce conseil et de cette incitation. Peut-être que je les ferai un jour, oui. Oui. Peut-être. Mais vous n'êtes pas pressé, là? Non, pas pour l'instant, et l'actualité m'occupe beaucoup. Un mot sur la politique française, Jean-Yves Le Drian. Si le climat politique se traduisait en météo, il ferait quel temps actuellement? Avis d'orage, neige sur l'Hexagone, tempête, coup de froid?
Je crois que c'est plutôt à vide coup de froid pour l'instant. Mais le Premier ministre essaye de gérer une situation très inconfortable et très complexe. Je pense qu'il est souhaitable qu'il aboutisse. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable aujourd'hui qu'il y ait une crise politique nouvelle qui se manifeste en France. Et que le gouvernement tombe. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Qu'est-ce qui vous désole le plus dans l'état de la France aujourd'hui ? Les déficits qu'on n'avait pas vu venir, l'instabilité politique, le comportement de certains à l'Assemblée nationale, ou l'idée d'Emmanuel Macron d'avoir dissous l'Assemblée nationale ? Non, ce qui me surprend, ce qui me choque le plus, et ça s'est accentué depuis que j'ai quitté mes fonctions, je constate cette évolution avec beaucoup d'inquiétude, c'est la violence des propos, la violence des affrontements. Et le fait qu'il y ait une forme de l'absence de prise en compte qu'un intérêt national peut dominer les intérêts partisans. Aujourd'hui, je ne vois pas ça au rendez-vous. Y compris dans votre camp, vous avez le sentiment compris partout. Y comprend que tout le monde ne pense qu'à 2027 et que l'intérêt national aujourd'hui n'est pas pris en compte suffisamment par l'ensemble des acteurs, qui se violentent mutuellement, je pense, devant une forme de désespérance des Français par rapport au paysage politique qu'ils ont devant eux. Et la dissolution, vous pensiez que c'était une idée bonne ? Moi, je n'ai pas d'avis sur le moment de la dissolution. Je pense qu'il n'était pas possible de continuer à ce moment-là dans la logique de la nouvelle Assemblée issue des élections post-présidentielles. Est-ce que c'était le moment ? C'était au président de la République de le décider. Il l'a fait et nous sommes devant cette situation. Et nous voilà. Et nous y voilà. Merci Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, représentant personnel du président de la République au Liban. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter.